marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur votre émission hebdomadaire Les grandes contradictions que j'anime exceptionnellement aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2023. Les sujets ayant fait l'actualité cette semaine seront débattus par les débatteurs maison et ils sont déjà sur ce plateau. Mas Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouemou. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Madame Latifat. De la droite, je me retrouve au milieu d'entre vous aujourd'hui. Et c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Empêché, nous avons une pensée à notre animateur quotidienne, Shamsdine Badaro. Et nous commençons tout de suite par le sujet, la rue Opine, que nous propose du moins Faouzia Sefou. Achille Wusso, qui entre la femme et l'homme a tendance à jouer un rôle important dans l'éducation des enfants? J'ai du mal à donner tout de suite une réponse tranchée pour dire que c'est soit la femme, soit l'homme. Mais je voudrais plutôt dire que l'éducation des enfants dépend des deux parents. Et il y a le rôle que maman doit jouer, et il y a le rôle que le père doit venir peut-être compléter. C'est vrai que les enfants passent plus de temps avec leur maman que leur papa, mais il est très important que lorsque le papa est présent, qu'il joue son rôle, qu'il voit comment les enfants se comportent et qu'il accompagne et leur maman donc dans ces efforts d'éducation des enfants. Ce que nous constatons souvent, c'est que les deux parents n'étant pas souvent n'ayant pas les mêmes comportements, les mêmes habitudes, on constate qu'il y a un décalage dans les réactions envers les enfants. Soit maman est trop chaude et on trouve qu'elle est sévère, papa par contre presque débonnaire ou accepte tout. Et lorsque papa est là, au lieu donc d'accompagner la maman dans sa tendance à asseoir les bonnes habitudes chez les enfants, prend plutôt le fait et cause pour les enfants et ça met qu'on appelle l'éducation des enfants en déroute. Quels que soient les reproches que nous avons à faire à notre conjoint ou à notre conjointe, c'est très important que si c'est devant les enfants, qu'on s'accepte et qu'en offre, on se revoit pour faire les réglages entre parents, mais jamais réagir pour mettre en porte-à-faux la maman ou le papa devant les enfants. C'est ça qu'il faut vraiment éviter. Mas Gaspard Adamossi, parfois on dit que le mari est beaucoup plus sévère que la femme en matière d'éducation. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas toujours vérifié dans tous les couples. Ça dépend du tempérament des uns et des autres. Donc il y a des couples où c'est peut-être la maman qui est plus sévère ou par ailleurs d'autres couples où c'est l'homme qui est plus sévère. Mais généralement ce sont les femmes qui sont plus sévères, ce n'est pas les hommes, parce que les femmes ont tendance à crier tout le temps et à hausser le ton sur les enfants et peut-être à les frapper tout le temps. Seulement que les hommes ne crient pas. Et la seule fois où l'homme intervient, ça paraît avoir plus d'impact que le nombre de fois où la femme agit sur les enfants.
Et sinon que ça dépend des couples, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire a priori que les hommes sont plus sévères ou que ce sont les femmes qui sont plus sévères. Maintenant, sur la question globale de qui a parmi les parents une importance, plus d'importance par rapport à l'éducation des enfants, a priori, c'est les deux qui sont importants dans l'éducation des enfants. Les deux, parce que les deux sont indispensables justement à l'éducation des enfants. Vous allez constater que dans les foyers ou les couples où il y a l'absence de l'un ou l'autre des parents, il y a quelque chose qui manque forcément à l'équilibre, à l'éducation des enfants. Donc, a priori, c'est les deux. Mais si nous rentrons dans le contexte africain, où généralement les hommes vont travailler, les femmes sont ménagères ou sont beaucoup plus à la maison ou dans une occupation qui leur permet néanmoins d'être plus en contact avec les enfants, je pourrais dire que c'est plutôt les mamans dans le contexte africain qui paraissent plus importants que les hommes au niveau de l'éducation des enfants, parce que c'est elles qui sont plus en contact avec les enfants, c'est elles qui inculquent les notions de base à l'enfant, c'est elles qui sont en contact en permanence avec les enfants à la maison et qui donc leur donnent les valeurs nécessaires. Et c'est plutôt par ailleurs le soir que les papas arrivent à avoir quelques contacts avec les enfants. Donc pour résumer, je me dirais, par principe, en principe, les deux parents sont importants, mais dans le contexte africain, c'est plutôt les mamans qui paraissent plus importantes. Quand vous allez ailleurs, où l'homme et la femme travaillent, ils se partagent le rôle de suivi, d'entretien et d'éducation des enfants. Et dans ces contextes-là, dans le contexte européen notamment, ce sont les deux parents qui ont pratiquement la même importance. Et quand les deux sont absents, comment gérer l'éducation des enfants? Et quand les deux sont absents, c'est la rue qui s'occupe malheureusement de l'éducation des enfants. Mais les deux parents doivent faire l'effort, par ailleurs, de se relayer pour que les enfants ne soient pas complètement libres. Parce qu'à un certain âge, les enfants ont forcément besoin de la couverture des parents qui doivent être, n'est-ce pas, des guides pour l'éducation des enfants. Donc, en l'absence des parents, c'est les deux parents, l'éducation a priori sera ratée, à mon avis. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, hein, c'est forcément, on peut les envoyer à l'école, mais il y a une éducation de base que les enfants doivent forcément avoir et qu'ils ne pourront pas avoir à l'école. Achille Oussou, quand les parents sont absents, l'éducation est ratée. Oui, mais quand les parents sont absents, je voudrais, peut-être pour être un peu plus précis, parce que vous avez demandé à Gaspard tout à l'heure, quand les deux parents sont absents, ce que nous constatons le plus aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus des familles monoparentales où, parce que papa et maman ne s'entendent plus, les enfants sont abandonnés à la mère, et puis bon, maman aussi étant encore trop jeune, n'ayant pas pris le temps d'être aussi bien éduquée, donc nous voyons que cela rejaillit sur l'équilibre des enfants, sur la bonne éducation des enfants. Et de l'autre côté, quand c'est maman qui est partie et que les enfants sont abandonnés à papa, papa n'étant pas à la maison en journée, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et la rue s'en occupe, qu'on appelle le quartier s'en occupe. Malheureusement, c'est des enfants qui n'ont pas une bonne éducation et malheureusement, on les accuse alors qu'il ne leur revient pas de s'auto-éduquer. Il faut que les parents soient là pour jouer effectivement leur rôle, pour asseoir les principes de base à partir desquels ils doivent donc agir, ils doivent se comporter en société. Quand les parents ne jouent pas leur rôle, malheureusement, ils deviennent des monstres pour la société. C'est pourquoi nous allons souhaiter qu'il y ait de moins en moins de familles monoparentales et que lorsque déjà dans une relation, il y a un enfant, que chacun des deux conjoints se donne cette obligation sociétale de savoir qu'il doit éduquer donc l'enfant qu'il donne à la société, ou bien l'enfant de la société qui leur revient à être éduqué, parce que nous ne devons pas confondre l'éducation et l'instruction. L'école s'occupe de l'instruction, quand bien même en tant qu'instructeurs, en même temps, les éducateurs sont aussi, puisqu'ils sont parents aussi d'enfants, ils sont en même temps éducateurs, mais l'éducation revient d'abord à la famille pour asseoir les principes à partir desquels les enfants doivent se comporter selon donc qu'on appelle les critères que la société s'est définie. Peut-on dire que les grossesses précoces agissent sur l'éducation des enfants? Grossesse précoce, non, bon. Quand les mères n'ont pas l'âge ou bien quand les deux partenaires n'ont pas encore l'âge, ne sont pas encore bien mûrs. J'avais tenté donc de dire un peu la chose tout à l'heure parce que
la question d'éducation est une question de transmission. C'est-à-dire, il faut que les parents en amont eux-mêmes reçoivent les principes, comme cela se doit, vivre des expériences à partir donc de ces principes-là, pour qu'en retour maintenant, les enfants qui vont mettre au monde, ils arrivent donc à transmettre ces principes-là, à leur transmettre ces principes. Donc ça veut dire que lorsque le parent est précocement marié, forcément cela a une répercussion sur l'équilibre de l'enfant en société. Gaspard Diamossi, pour conclure. Non, il a parlé de précocement marié. Non, c'est pas précocement marié, c'est précocement enceinte plutôt. Et donc, non, c'est ce cas-là qui m'inspire un peu parce que celle qui est précocement enceinte, je suppose qu'elle n'a pas fini d'être éduquée, qu'elle n'a pas fini d'être instruite. Et comme l'a dit Achille, l'éducation, l'instruction, c'est une question de transmission. Si toi-même, tu n'as pas fini de recevoir, c'est vraiment difficile, n'est-ce pas, de donner l'éducation. Et c'est en cela que j'épouse complètement votre thèse qui tend à affirmer que les grossesses précoces sont également à la base de la mauvaise éducation des enfants. Parce que si le parent même n'est pas bien éduqué, évidemment qu'il ne peut pas transmettre une bonne éducation à sa progéniture. Je reste avec vous pour aborder le deuxième sujet de cette émission. Nouvelle rencontre Talon Tinubu, l'Axe Cotonou Abuja se renforce. Oui, l'axe Cotonou-Abuja se renforce parce qu'on a déjà vu depuis que Tinubu est arrivé au pouvoir, beaucoup de gens avaient présagé ou préjugé de ce que seraient les relations entre les deux chefs d'État, étant donné que son prédécesseur n'était pas tellement en bon terme avec le Bénin. Mais nous avons constaté que ces deux chefs d'État ont commencé par tisser des relations. On a vu le président nigérien ici à la célébration de notre fête de l'indépendance. On a vu le président Talon également là-bas. Il y a eu une nouvelle rencontre entre les deux hommes. Et ça montre effectivement qu'il y a désormais une relation cordiale, décomplexée entre le Bénin et le Nigeria, notamment entre les deux chefs d'État. Et d'ailleurs, le bonus, c'est que nous avons appris qu'il y a une quarantaine de produits béninois qui étaient interdits d'accès au Nigeria et qui sont désormais autorisés, n'est-ce pas, à entrer sur le territoire nigérien. C'est donc, je crois, des relations qui sont aujourd'hui de nature à favoriser et quelque peu les Béninois. Et l'espérance que nous allons dire, c'est qu'il y a quand même l'aspect pétrolier ou hydrocarbures qui dérange également beaucoup les Béninois par la prise d'une mesure du président du Nigeria. Et donc, si cette cordialité, si cette nouvelle tendance dans les relations entre les deux chefs d'État peut agir positivement sur cet aspect-là, je crois que les Béninois prendront véritablement cela comme un cadeau peut-être de fin d'année. Une quarantaine de produits béninois désormais autorisés au Nigeria. Oui, mais ce qui me fait sourire, c'est la chute de l'analyse de Gaspard par rapport à l'hydrocarbure. On veut parler surtout des produits pétroliers, l'essence surtout. Tinubu a décidé donc de couper, de supprimer la subvention sur ces produits-là, ce qui réagit effectivement donc sur le quotidien des Béninois ici. Bon, maintenant, est-ce qu'à cause du Bénin, Tinubu va accepter donc de retourner les subventions? Et ça veut dire que le Bénin deviendrait l'appendice du Nigeria. Bon, ce qui est sûr, les Béninois, c'est vrai que c'est difficile, mais nous arrivons quand même à nous adapter à la nouvelle tendance. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce qu'on peut peut-être souhaiter dans ce sens-là, c'est que la raffinerie de l'homme d'affaires Dangote tourne vraiment à plein temps et que le Bénin, au lieu donc d'aller acheter ces produits-là en Algérie ou dans les pays beaucoup plus éloignés de nous, s'approviennent à côté et que cela agisse vraiment sur le coût du transport, le coût du revient et en même temps donc sur le prix de revente. Si cela peut se passer comme ça nous aiderait certainement. Je voudrais revenir sur la quarantaine de produits dont vous avez parlé tout à l'heure, donc en fait sur lesquels les deux chefs d'État se sont entendus le mercredi dernier au Nigeria, pour dire que, bon, c'est vrai, on a parlé des produits béninois, mais bon, quand moi je regardais la liste, je me pose beaucoup de questions, parce que le Bénin, en fait, si l'ancien président nigérien avait réagi, c'est parce que le Bénin servait donc de pays de transit
aux produits, comment vous les appelez, exportés. Hein, les produits, donc le riz de Taïwan, de la Chine, de ceci, de cela, au lieu donc que le Bénin cultive, produise lui-même donc ces produits-là, surtout les produits vivriers, pour donc pour profiter du marché nigérien. Je crois que sur cette question-là, je voudrais compter avec cette rigueur du président Patrice Talon, qui voudrait donc que le Bénin se donne vraiment une certaine visibilité, surtout sur le plan agricole, et ne pas permettre que qu'on appelle cette interdiction de l'ancien président nigérien reviennent encore devant l'actualité, parce que nous avons les potentialités, les atouts naturels pour cultiver suffisamment de riz et pour profiter donc de ce marché nigérien. Moi, je voudrais quand même que cela nous serve de leçon et d'expérience pour booster ce secteur-là. On a parlé de jet privé, je ne sais pas si le Bénin, si notre zone industrielle a commencé par produire les jets privés, les avions, déjà donc pour qu'on les considère comme des produits du Bénin. Donc c'est vrai que nous ne pouvons pas nous renfermer, on ne peut pas vivre en autarcie, mais c'est important quand même que nous continuions donc à prendre au sérieux les préoccupations des chefs d'État du Nigeria. Ce n'est pas qu'on appelle l'ancien président, qu'on appelle le prédécesseur de Tinubu seul, qui a eu cette réaction. Depuis le président Obasanjo, il y avait déjà ces préoccupations qui voudraient donc que le Bénin produise vraiment du riz pour profiter du marché du Nigeria, et non que le Bénin serve donc de pays de transit à ces pays qui produisent et que nous aidons à écouler, et dont nous ne savons pas, nous ne sommes pas vraiment sûrs de la qualité. C'est ça effectivement le problème. Mais bon, c'est déjà bon que cette difficulté-là, qui était née à un moment donné dans les relations entre le Bénin et le Nigeria, arrive quand même à trouver aujourd'hui un terrain de satisfaction. Les productions agricoles au Bénin sont nécessaires. Oui, c'est nécessaire, mais en attendant, les produits d'exportation sont également nécessaires, parce que le Bénin, c'est d'abord un pays de transit. Et la quasi-totalité des recettes douanières qui renflouent les caisses de l'État béninois sont issues, n'est-ce pas, le Bénin est un pays de service, donc on ne produit pas suffisamment. Donc c'est nécessaire qu'on produise, mais en attendant, c'est essentiel que ces productions-là, même si c'est des productions d'ailleurs, puissent rentrer sur le territoire du Nigeria pour permettre au Bénin, n'est-ce pas, de renflouer ces caisses. Maintenant, production agricole, bien entendu, ça c'est une autre politique qu'il faut véritablement mettre en place. Et je crois que le gouvernement actuel est en train de travailler sur cet aspect. En témoigne le Fonds international de développement agricole, si je ne me trompe, FIDA, qui est national, qui est mis en place pour aider, n'est-ce pas, pour booster la production agricole dans son ensemble. Donc c'est une politique sur plusieurs années qui permettra certainement au Bénin d'abord de s'autosuffire, parce que c'est le premier objectif, ne pas aller chercher ces produits-là à l'extérieur, et en plus maintenant exporter, pourquoi pas, l'excédent de ces produits-là, et en devenir, pourquoi pas, exportateur. Je crois que c'est l'idéal, et ça viendra certainement. Achille Oussou, rapidement, autre sujet d'actualité de la semaine. La police républicaine met en garde sur les dangers liés à l'achat des téléphones et ordinateurs usagés. Ah oui, je crois que pour l'avoir fait, le porte-parole de la police, ou je ne sais pas exactement qui, a fait une bonne alerte et en même temps une bonne sensibilisation, parce qu'il faut vraiment attirer l'attention des populations sur les risques qu'elles courent en allant acheter donc ces produits-là, parce que le Béninois, ça c'est dans le grand ensemble, nous aimons ce qui est à portée de prix, et donc nous portons vraiment vers les venus de France, comme nous les appelons, ou les produits usagés, et surtout en ce qui concerne les portables et les ordinateurs aujourd'hui, avec cette traque contre la cybercriminalité. Je crois que nous devons faire beaucoup attention pour ne pas aller prendre donc des ordinateurs ou des portables qui avaient déjà servi à faire donc ces activités-là, parce que quand ces portables et ordinateurs seront tracés et qu'on va les retrouver avec nous, là,
nous serons comptables donc, de ce dont nous n'avons pas été responsables. Et malheureusement, la police ne nous comprendrait pas, la justice ne nous comprendrait pas. Donc c'est une très bonne alerte et c'est une très bonne sensibilisation. Je voudrais croire que ça a touché vraiment les cœurs et que chacun saura prendre ses dispositions pour éviter, pour s'éviter les problèmes. Gaspard Dam aussi, les produits de deuxième main constituent un risque pour les Béninois. Oui, tout à fait. Et Achille a semblé parler uniquement des cybercriminels, mais il a oublié les terroristes, parce que c'est également, il y a des gens d'une certaine nationalité qui se promènent dans nos villes avec des portables en main, et quand on sait que c'est souvent ces produits-là qui sont utilisés, n'est-ce pas, dans le cadre du terrorisme, je crois qu'il faut faire très attention. Maintenant, écoutez, nous sommes un peu habitués à un peu ces facilités. Hein? Moi, je connais une personnalité religieuse qui est malheureusement tombée. Et dans cette situation, il a acheté une carte SIM de deuxième main. Et malheureusement, pour lui, c'est issu d'un portable volé. Carte SIM deuxième main. Oui, il a été pourchassé. Non, il y a longtemps. Il y a un moment, que cela s'est passé. C'est quand même un exemple pour montrer qu'il faut éviter d'acheter des portables. Moi, j'ai égaré le mien il y a quelques mois. C'est sûr que quelqu'un est en train de l'utiliser actuellement. Et donc, ça signifie que quelqu'un a acheté un portable de deuxième main. À supposer que moi, je sois un cybercriminel ou un terroriste et que j'ai des données qui me compromettent sur ce téléphone-là, je crois qu'il va se laisser facilement prendre à ce piège. Je crois que c'est une bonne alerte du côté de la police républicaine. Et nous poursuivons cette émission. Une supposée introduction de l'homosexualité dans l'enseignement de la SVT au Bénin a agité l'opinion ces derniers temps. Gaspard Dam. Non, je préfère que Achille parce qu'il est spécialiste des questions de l'enseignement. Tout à fait, professeur du plateau. Oui, mais en fait, Gaspard n'a pas tort de me renvoyer la balle. C'est vrai que, bon, en tant qu'enseignant, lorsque la question avait commencé par agiter l'opinion, je suis allé lire, effectivement, qu'on appelle le programme pour voir un peu le guide, exactement, voilà, pour voir un peu ce qui est écrit dedans. Mais en fait, tout le débat tourne autour d'un seul mot. C'est le mot homosexualité. Et ceux qui crient pensent qu'on ne devrait pas écrire ce mot-là. Hein? C'est-à-dire, pour l'avoir écrit, c'est-à-dire on met ça déjà dans la tête des enfants. Alors que c'est un faux débat. L'homosexualité, c'est aujourd'hui un mot vulgaire comme tout autre mot que nous manipulons. L'essentiel, c'est de savoir ici quelle est la manipulation quel est l'usage qu'on en fait. Et c'est par rapport à ça qu'il faut réagir, qu'il faut donner la lettre. Et je crois que le gouvernement a bien fait donc de venir répondre à cette préoccupation. D'ailleurs, les députés aussi ont bien fait d'interpeller le gouvernement sur la question et le gouvernement donc s'est empressé à venir répondre à l'Assemblée nationale pour lever les goulots de détendrement et mettre tout le monde au même niveau donc de compréhension. Je crois qu'on doit comprendre que le mot homosexualité, même si ce n'est pas dit en classe, tous les enfants le savent déjà. Et sans que cela soit officiellement au programme, on en parle déjà dans nos classes. Parce que c'est une pratique qui est d'actualité aujourd'hui. Et il faut attirer l'attention donc des enfants sur ça, pour leur montrer que c'est une déviance aussi bien naturelle que sociétale. Et je crois que c'est dans ce sens que cela a été introduit dans le guide. Et peut-être, bon, je crois que désormais, ceux qui avaient peur donc, de la chose ont compris, depuis que le gouvernement est venu donc donner sa part de vérité par rapport à ça, ont compris qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. Bon, c'est l'opinion de Achille Oussou. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude qui a été exprimée au niveau de l'opinion. Seulement les gens ont peut-être un peu exagéré, notamment en disant par exemple qu'il y a un test pareil qui est sur la table des députés. Les gens ont compris qu'il n'y a pas un projet pareil sur la table des députés. Mais il y a un fait, c'est que les gens tentent aujourd'hui d'enseigner au niveau de la reproduction sexuelle aux enfants que l'homosexualité est une déviance. Je crois que c'est là où il y a tout le débat. Certains estiment que leur en parler, c'est attirer leur attention sur le fait. Je crois que ceux-là n'ont pas tort, forcément. C'est vrai qu'il faut pouvoir, mais il y a un danger.
c'est d'abord au niveau de quelle classe l'enseignement va démarrer. J'ai entendu dire que 6e, 5e, je ne sais pas si ceux-là, parce que je ne sais pas si le programme a changé, mais la reproduction sexuelle, c'est en 3e que ça... Si on doit commencer par enseigner l'homosexualité comme une déviance sexuelle aux enfants, quand bien même ils savent ce que c'est que l'homosexualité, je crois qu'il y a un problème autour de ce sujet-là. Les gens doivent encore mûrir complètement ce concept-là et savoir, on ne dit pas qu'il ne faut pas dire aux enfants, c'est un danger, mais faisons attention. Vous avez dit tout à l'heure, Achille, quand il développait, il a dit, c'est une déviance naturelle, et après il a dit qu'il a encore parlé de société. Pour le naturel, on sait que les gens sont peut-être nés homosexuels et autres, mais pour ceux qui ne sont pas nés homosexuels, qui ne sont pas nés homosexuels, je veux dire, qui ne sont pas nés homosexuels, à qui on commence par faire l'enseignement. Parfois, les gens cherchent à découvrir. Quand vous leur parlez de quelque chose, ils cherchent à savoir, à découvrir. Ou bien la société va les amener à découvrir. Donc, moi, je crois qu'il faut essayer de couper la poire en deux et introduire ce genre de notions dans l'enseignement. Il y a un danger, certes, mais il faut essayer de mettre les garde-fous pour que cela ne constitue pas véritablement un danger. Sans oublier que dans les programmes d'émissions, dans certaines émissions, on voit déjà... la diffusion de... Oui, ça images qui... Non, écoutez, vous ne pouvez pas prendre prétexte. Vous ne pouvez pas prendre prétexte qu'on montre des films X au niveau des télévisions pour dire que vous allez enseigner la pornographie aux enfants à l'école. Non. Non, mais ce n'est pas... Il y a une réalité dont il faut tenir compte. Oui. C'est qu'il y a ces éléments-là sont projetés au niveau de nos télévisions. Mais ça, c'est la responsabilité des parents. Je crois qu'on a fait le débat tout à l'heure de l'éducation. Le contrôle de ce que les enfants regardent à la télé, le contrôle de ce que même les enfants, plus ou moins âgés, regardent sur leur téléphone portable, je crois que ça, c'est de la responsabilité des parents. Ce n'est pas parce qu'ils ont la possibilité de regarder ça à la télé ou sur les téléphones qu'il faut leur enseigner ça également à l'école. Je suis d'accord qu'il faut essayer d'enseigner une certaine notion aux enfants, mais c'est graduellement. Il faut faire attention à leur dire des choses de leur âge et ne pas leur permettre, n'est-ce pas? Moi, mes enfants, ils sont d'un certain âge, ils entendent l'homosexualité à la télévision. Ils savent que c'est un homme et une femme. Mais je ne suis pas sûr, un homme et un homme ou une femme. Parfois, ils l'expliquent. Mais je ne suis pas sûr qu'ils appréhendent réellement la réalité parce qu'ils ne sont jamais allés à l'action par rapport à ça. C'est encore abstrait au niveau. Mais si vous commencez par leur enseigner ça avec des photos, avec des images ou avec des vidéos, comprenez, c'est un enseignement que vous êtes en train de leur faire. Attention, l'éducation est un devoir et une priorité de l'État. C'est l'État qui éduque ses citoyens. On est d'accord. Et donc, en tant que tel, l'État a la responsabilité d'anticiper sur certaines choses. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous avez parlé des images tout à l'heure. Peut-être que M. Yamossi ne fait pas encore attention à ce que, n'a pas encore perçu ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, dans les dessins animés, surtout dans les dessins animés où on montre les filles s'embrasser sur la bouche, etc., des hommes, donc, mais c'est comme ça que ça commence par corrompre l'esprit des petits-enfants. Et aujourd'hui, déjà dans les écoles, cela se développe, où on voit donc dans les petits cadeaux d'anniversaire, les filles donc qui s'embrassent sur la bouche, etc. Donc la solution, il faut leur enseigner ça. Oui, non, c'est pas leur enseigner. On a compris. Il faut commencer par attirer leur attention sur le danger, le risque nous sommes d'accord derrière ces pratiques. Et je crois que c'est par rapport à ça qu'il faut comprendre ici l'anticipation donc de l'État a commencé donc par parler donc progressivement de ces notions-là aux enfants. Parce que entre la 5e et la 4e, bon, je ne sais pas quel grand changement il y a aujourd'hui. Parce que tous les enfants sont d'abord encore mineurs, en 3e, ils sont même encore mineurs. Si on devait tenir compte même de leur âge, on allait même dire que l'éducation sexuelle, il faut enlever ça donc du programme de la 3e. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention avec la question. Nous tendons définitivement vers la fin de cette émission, mais le dernier sujet, très rapidement, le Festival international de Porto Novo qui était prévu, qui doit se dérouler du 11 au 15 janvier 2024, n'aura plus lieu. Gaspard Diabossi. Oui, c'est vrai que le festival n'aura plus lieu. Et pour quelle raison? Je crois que c'est le concept Vodun Day qui est venu arracher cette manifestation à Porto Novo. C'est pas que c'est complètement interdit parce qu'il y a une mutation. Je crois qu'il y a un changement de date où on dit désormais que c'est vers août, pendant les vacances, que ce festival-là aura lieu. Et le festival Vodun Day va prendre la date autour de janvier pour cette célébration-là. Donc, au niveau de la ville de Porto Novo, les gens croyaient qu'ils pouvaient faire cette célébration cette fois-ci en janvier.
et pouvoir commencer la nouvelle célébration dans les dates retenues. Mais malheureusement, une note du ministère est venue leur interdire. Je crois que c'est pas... D'abord, on a arraché à Porto-Novo quelque chose d'assez... qui draine de la foule, qui met un peu en valeur la culture de la ville. Maintenant, bon... personnellement, je suis désolé que cela se passe ainsi, mais bon... Gaspard est désolé, et vous? Ouais, bon, je ne sais pas si je dois être désolé comme Gaspard. Mais bon, c'est important. Oui, c'est vrai que je constate qu'il y a quand même un certain nombre de réformes qui sont mises en œuvre par le ministère du Tourisme pour réorganiser le secteur dans son ensemble. Ce qu'on va regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu une anticipation sur la question pour permettre donc à la ville de savoir désormais dans quelle forme et dans quelle période elle peut organiser la chose. Et donc, on l'a laissé être maintenant à la veille de l'organisation avant donc de se voir obligé donc d'annoncer la chose à la population. Peut-être qu'on a déjà engagé des dépenses, on a engagé déjà beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie allant dans ce sens. Et malheureusement, c'est ça que je regrette. Bon, maintenant, est-ce que c'est totalement arraché à la ville de Porto-Novo, l'organisation? Non. Bon, si tel n'est pas encore le cas... Le festival aura lieu en août 2024. Bon, voilà, je n'étais pas à la conférence où... Non, à ce dîner. C'était pas une question de dîner. Bon, pour savoir effectivement... Cette émission, d'accord. Très rapidement, le baromètre de la semaine. Bon, le baromètre, je vais vous surprendre en disant que celui qui monte, c'est le président Boniyayi. Ah bon? Oui. Eh bien, bon, dans une rencontre des démocrates la dernière fois, après leur réunion avec le chef de l'État, il est revenu quand même sur les agitations qui sont dans l'opinion pour appeler les gens au calme, au respect de l'institution et autres. Je crois que pour l'avoir fait, je vois Boniyayi dans un rôle de grand sage. Pour ça, je le tire chapeau. Qui descend? Qui descend et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. On va essayer de continuer la recherche avec Gaspard Dia aussi. Oui, qui descend? Qui descend, je n'appellerai pas de nom, mais c'est ceux qui tentent d'interdire le festival international de Porto-Novo en tant que citoyen de la ville. Et qui monte? Celui qui monte, c'est les deux présidents, et le président Tinubu et le président Talon, parce qu'ils sont en train de faire en sorte que les deux peuples du Bénin, parce qu'on dit souvent que quand le Nigeria éternue, le Bénin s'enrhume. Et donc, désormais, avec les relations que ces deux chefs d'État essaient de nouer, je crois que les deux peuples des deux pays peuvent véritablement en profiter. On ne peut que les encourager. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Les Grandes Contradictions. Merci à vous, chers débatteurs. C'est nous qui vous remercions. Nous remercions également toute l'équipe technique et la rédaction pour ce numéro qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.